Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. À une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations, le Premier ministre Robert Begré-Mambé visite les villes hautes. Après Yamoussoukro, Bouaké et Korogo, le chef du gouvernement ivoirien s'est rendu à San Pedro. Il est allé s'assurer de la qualité des infrastructures sportives et de la bonne organisation de la CAN de l'hospitalité. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, met l'accent sur la sécurité nationale. Les forces armées ont été équipées en véhicules tout-terrain avec toutes les commodités qui permettront aux militaires d'être efficaces sur le terrain. Le but est de renforcer la sécurité à la frontière nord de notre pays. Stop à l'exploitation des enfants, c'est l'appel que lance la première dame Dominique Ouattara à travers le comité national de surveillance. La première dame ivoirienne a organisé une vaste campagne de sensibilisation dans la localité de Guitry pour lutter contre ce fléau. À l'étranger, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en visite dans le Moyen-Orient. Il a rencontré aujourd'hui le président turc Recep Tayyip Erdogan. Anthony Blinken a évoqué la nécessité d'accroître l'aide humanitaire à Gaza. À 3 mois de la guerre, le secrétaire d'État américain veut faire redescendre la pression. Bienvenue sur RTI 1 et ravi de vous retrouver. La CAN démarre dans une semaine et le pays des éléphants. Notre pays reçoit 24 nations qui rêvent de conquérir le toit de l'Afrique. Qui succédera au Sénégal, tenant du titre? La Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau ouvrent le bal le samedi 13 janvier prochain. Et à J-7 de ce grand rendez-vous, notre page culture accueille une figure emblématique du journalisme dans notre pays. Ancien président du Conseil national de la presse, journaliste à la RTI pendant 40 ans. Notre invité de ce soir est un passionné de sport dont la voix et la plume ont accompagné des générations. Journaliste à la retraite, mais pas effectivement, puisqu'il continue d'entretenir son public par le canal de sa plume. Son 3e livre est intitulé « Mes meilleurs cannes ». Vous pensez à un nom, à un visage, et vous avez bien raison. Il s'agit d'Eugène Kakou, des Cannes. Il en a vu et vécu. Et ce soir, il promet de nous en faire vivre. Bonsoir, Eugène Kakou. Bonsoir. Je suis très honorée de vous avoir sur ce plateau pour cette première page culture de l'année 2024. Je suis heureux, moi, d'être dans ce qu'on appelait, nous, le studio A. 5 x 3, vous vous souvenez? Oui. 5 x 3. 15 minutes de questions intenses. Mais ce soir, c'est la page culture. On va parler de vos meilleures cannes. Comment vous allez? Ça va bien. Je suis à Bengourou, chez moi. Et vous êtes aujourd'hui sur ce plateau à Abidjan pour nous faire revivre c'est les meilleures cannes. Et donc, à J-7 de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans une semaine, c'est-à-dire samedi prochain, vous décidez de nous faire revivre vos meilleures cannes. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? J'avais commencé au mois de mai, mais vous savez, un livre n'est pas facile à sortir. J'ai quand même fait le maximum pour le sortir maintenant. Et puis, bon, je vais voir, quoi. Voilà. Et puis, peut-être que 2024 va vous inspirer encore. Ah, comment? Il y a eu 92, 2015, 2024. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On en reparle tout à l'heure. D'accord. Nous sommes donc à J-7 de la CAN, à une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé, je l'ai dit tantôt, visite les villes hautes. Après Yamoussoukro, Bouaké et Korogo, le chef du gouvernement ivoirien s'est rendu à San Pedro, et là-bas il est allé s'assurer de l'état d'avancement des infrastructures sportives, et il se réjouit de la bonne organisation de la CAN de l'hospitalité, nous rapporte Sam Konan sur place. À peine arrivé à San Pedro en début d'après-midi que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a entamé sa visite des infrastructures sportives dédiées à la CAN 2023. D'abord la cité CAN, située sur l'axe San Pedro-Grand Bérébi. Ici, le Premier ministre a visité les chambres des athlètes, puis la salle des techniciens. Après la cité CAN, cap est mis sur l'un des stades d'entraînement situé au lycée moderne Yibart. Après une visite d'inspection de ce stade d'entraînement, la délégation du Premier ministre arrive enfin au stade Laurent Pokou de San Pedro pour la dernière étape. Ici aussi, tout a été passé au scanner par le Premier ministre. Rassuré, Robert Begré-Mambé fait le point de sa visite depuis la tribune de presse. S'agissant de la cité où seront logées les équipes,
nous avons été réjouis par la qualité des installations. Il reste à mettre en marche par le groupe électrogène ou par le réseau CIE et ou, en même temps les deux, ça dépendra, les installations temporaires. S'agissant du terrain d'entraînement, les pelouses sont tellement belles. Et je me réjouis des efforts énormes que le président a fait pour donner à la jeunesse ivoirienne des terrains aussi magnifiques. Et je dois dire qu'il y avait un seul point critique au stade Laurent Pocou, puisque le stade Laurent Pocou a déjà abrité plusieurs compétitions. La tribune de presse qui initialement était juste en ascendance par rapport à la zone VVIP. Et en accord avec la CAF, nous avons décidé de déplacer cette tribune de presse à cet endroit où nous nous trouvons. C'était le seul point critique. Comme vous le constatez, les travaux sont achevés. Le Premier ministre a félicité la presse pour son travail de mobilisation. Je tiens à féliciter cette presse parce qu'elle fait un travail remarquable. Mais la CAN ne fait que commencer. Avant l'entame de sa visite, le Premier ministre a rencontré la chefferie Kourmène au quartier Seweki. Au chef traditionnel, Robert Beguerimambé a demandé de s'impliquer davantage pour la réussite de la CAN 2023. La CAN ne fait que commencer. Le compte à rebours a commencé. Nous ne sommes plus qu'à 7 jours de cette CAN. Et les troupes artistiques sont aussi à pied d'œuvre pour apporter leur contribution afin que la compétition soit la plus réussie, la plus belle CAN jamais organisée. Avant le coup d'envoi, donc, l'heure est aux répétitions. Vous allez le voir. Danse, chorégraphie, déguisement aux couleurs nationales, tout y est. Ismaël Evra Adeo, Rallye Diomondier nous rapporte tout cela. Vive la CAN! Vive la CAN! Vive la CAN! À la place Inch'Allah dans la commune de Koumassi, des jeunes volontaires s'apprêtent à exécuter une fresque. Le thème de cette représentation, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ces jeunes venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se préparent depuis quelques semaines. On n'a pas regardé les tailles, on n'a pas regardé les formes. Cette CAN, c'est pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Bravo! Derrière cette mobilisation, la compagnie Moulato, une troupe spécialisée dans la création de contenus artistiques. On a lancé un message pour demander à tous les jeunes qu'ils viennent. On va exploser la rue, on va faire vibrer la Côte d'Ivoire. C'est volontaire. Personne ne nous donne rien. C'est notre pays, nous sommes fiers. Donc nous sommes prêts à faire tout pour valoriser le pays en fait. Après 10 minutes de briefing, place aux aspects pratiques de la chorégraphie. Tenue de scène aux couleurs du drapeau national pour la plupart. Les demoiselles suivent les consignes du coach Moulato. Les deux robes, j'ai dit d'aller avec vos camarades, vous n'êtes pas devant là-bas. Toi, va devant là-bas. Oh oui, oh oui. C'est les pom-pom girls. Voilà, les pom-pom girls, le rôle, accueillir les invités à l'extérieur du stade, dans la ville, dans des carrefours, dans les fan zones, à l'extérieur, après à l'intérieur, donner de la voix pendant les matchs. Mais on a préféré une répétition costumée. Voilà, pour ne pas répéter avec les gens. Et le jour J, ils ne peuvent pas rentrer dans le costume. C'est un truc qui me tient à cœur. C'est la CAN de notre pays, la Côte d'Ivoire. On va faire le bim. Pendant la CAN, ces filles vont sillonner les grandes artères pour égayer les populations. Elles embarquent à bord de ce camion podium pour un essai dans la commune de Koumassi. À quelques jours de la fête du football africain, la compagnie Moulato se dit prête et réserve de grandes surprises. Fondée en 2000, la compagnie Moulato a participé à plusieurs festivals et carnavals. Elle entend mettre son expérience au service de la CAN de l'hospitalité, qui constitue aujourd'hui l'événement phare de ce début d'année. Voilà, la ferveur s'empare de tous et les choses s'annoncent déjà très bien. Avant le coup d'envoi samedi prochain, les éléphants de Côte d'Ivoire ont affronté aujourd'hui même les Sierra Léonais dans un match amical au stade Laurent Pocou de San Pedro. Et ce match s'est terminé par une victoire des éléphants, 5-1 pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Un match qui annonce de bonnes nouvelles pour la suite, pourquoi pas.
La première dame, Dominique Ouattara, organise en ce moment une vaste campagne de sensibilisation dans la localité de Guitry pour lutter contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants. Stop à l'exploitation des enfants, c'est l'appel lancé par le Comité national de surveillance. Et Sylvie Patricia Yao, au nom de la première dame ivoirienne, qui est la secrétaire exécutive nationale du CNS, appelle à améliorer les conditions de vie des enfants de notre pays. Jamagaki. La lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants se renforce dans la bourgade de Guitry. Le Comité national de surveillance, CNS, présidé par la première dame, Dominique Ouattara, remobilise ses troupes dans la région. Sylvie Patricia Yao, secrétaire exécutive du CNS et représentante de la première dame, sensibilise en cette période de congé scolaire. À la salle de la mairie, chef traditionnel, responsable éducatif de Guitry, tous sont informés sur les risques liés aux travaux dangereux exercés par les enfants. L'action d'aujourd'hui encore vient apporter un plus. Mais il faut dire que c'est un message qui nous va droit au cœur. Nous n'avons pas eu, à l'heure actuelle, beaucoup de cas qui ont été signalés. C'est un message qui est apporté, mais comme il faut toujours continuer à sensibiliser. La secrétaire exécutive du CNS, Patricia Yao, a invité les populations de Guitry à s'impliquer dans la sensibilisation et à relayer le message de la première dame. La lutte contre le travail des enfants fait partie de cette éthique que nous devons observer. Et pour cela que Madame la première dame n'arrête pas de se battre et de dire aux parents qu'il faut d'abord scolariser vos enfants et secondairement accompagner leurs parents au champ, mais ne pas faire de travaux dangereux. Car cela finit par faire cataloguer le cacao de Côte d'Ivoire comme un cacao qu'il ne faut pas vendre, qu'il ne faut pas acheter, et cela va pénaliser notre pays au niveau international. Et nous sommes contents aujourd'hui que la population de Guitry ait répondu massivement à cette invitation. Vous avez vu que tous les abris sont occupés par les femmes, par les parents d'élèves et aussi par les élèves qui sont venus avec leurs enseignants, afin que ce message-là se prolonge dans tout le département. Pour joindre l'acte à la parole de sensibilisation, les élèves de la commune de Guitry ont reçu des kits scolaires. La brigade de gendarmerie de la localité a notamment réceptionné un véhicule 4x4 pour un appui logistique à la lutte contre le travail des enfants. Des dons au total remis au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Voilà, c'était la sensibilisation contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants dans la localité de Guitry. Et vous avez vu dans ce reportage, Sylvie Patricia Yao, au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, a appelé à améliorer les conditions de vie des enfants. La sécurité, justement, qui se renforce dans notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, met l'accent sur la sécurité nationale. Les forces armées ont été équipées en véhicules tout-terrain avec toutes les commodités qui permettront aux militaires d'être davantage efficaces sur le terrain. Le but est de renforcer la sécurité à la frontière nord du pays. À Abou Sanogo pour le reportage. Ce don du président de la République Alassane Ouattara s'inscrit dans le cadre de la gestion intelligente de la frontière nord. L'une des missions générales de l'état-major général des armées est la sécurisation de l'intégrité du territoire national. Avec les menaces terroristes aux frontières nord, la mission particulière de la zone opérationnelle nord a été initiée, mission alimentée par l'armée de terre et appuyée par les forces spéciales. Afin de faciliter la projection des postes de commandement de ces différents chefs au plus près des théâtres, la division des systèmes d'information et de communication, dirigée par le colonel-major Kofi Ferdinand, a mis à la disposition de ses autorités militaires des véhicules tout-terrain, postes de commandement mobile, SIC, afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les commodités que leur offrent les systèmes intégrés des forces armées. Nous sommes sur le chemin, celui de la reconquête de notre fierté. Et nous progressons sûrement, sans bruit. Je voudrais remercier le président de la République, chef suprême des armées, pour la bienveillante attention portée à nos préoccupations et le changement qualitatif apporté à nos conditions de vie et de travail. L'acquisition récente de matériel majeur de combat, afin que chacun de nous soit employé selon sa spécialité, en est la parfaite illustration. Les clés de ces véhicules équipés de l'ensemble des moyens de liaison des armées ont été remises aux différentes entités de la chaîne opérationnelle par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia.
Avec ces véhicules, les autorités militaires peuvent se projeter sur le terrain au plus près des hommes avec tous leurs centres d'opération et disposer, même en campagne, de toutes les innovations technologiques permettant la continuité du commandement. Avec la mise en œuvre prochaine de la gestion intelligente des frontières, toutes les alertes et détections d'intrusion pourront être reçues par les postes de commandement mobiles, où qu'ils soient sur le territoire. Le nouveau président du Conseil régional de la Bagoué, Bruno Nabagné-Koné, axe son programme de développement sur 3 priorités, l'éducation, la santé et l'agriculture. Et notez qu'au cours de la 5e réunion, les conseillers ont adopté à l'unanimité le projet de budget 2024, comme nous le rapporte Soro Corona. Le personnel de l'hôpital général de Tengrila reçoit la visite du président du conseil régional de la Bagoué. Bruno Nabagné-Koné est venu s'imprégner des conditions de travail et voir de plus près l'état du plateau technique de cet hôpital de premier contact. Bruno Koné est venu les bras chargés du matériel biomédical composé des lits d'hospitalisation, du matériel de laboratoire et des mobiliers sont remis au personnel pour améliorer la prise en charge des populations. Le nouveau président met la santé des populations au cœur de ses actions de développement. Nous avons tenu à visiter les centres de santé, à voir l'état de ces centres de santé, à apprécier ce qu'il convient de faire par nous-mêmes ou éventuellement par l'État. Et soyez rassurés que chaque fois que nous avons fait ces visites, nous avons fidèlement rendu compte à M. le ministre de la Santé, de façon à ce que ces services prennent la main dans ce qu'il convient de faire pour améliorer le plateau sanitaire au plan local. Cette visite a été précédée par la 5e et dernière réunion du Conseil au titre de l'année 2023. 3 points majeurs débattus au cours des échanges. L'examen et adoption du projet des tasses régionales au titre de l'année 2024. L'examen et adoption du projet de cadre organique des emplois 2024. L'examen et adoption du projet primitif 2024. Le budget s'élève à plus de 2,3 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard pour les investissements. L'éducation, la santé et l'agriculture sont les secteurs prioritaires. L'idée étant véritablement de faire une région reconnue au niveau national, une région agricole reconnue, une région en matière d'élevage reconnue et bien entendu une région en matière touristique, en matière artisanale reconnue. Pour 2024, ce sont 27 projets qui seront exécutés pour le bonheur de la population de la région de la Bagoué. On prend soin de notre environnement. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, lancent la campagne 2024 de lutte contre les feux de brousse. Le coup d'envoi a été donné dans le village de Boukebo, c'est dans la région de Gbeke. Place Nana Kwasi Kofi de Boukebo, village de la sous-préfecture de Languibounou, dans la région de Gbeke. C'est ici que le gouvernement ivoirien lance la 28e édition de la campagne nationale de lutte contre le feu de brousse. Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, en appelle à l'adhésion des populations. Nos populations, à travers cette activité de grande proximité, seront mieux informées et davantage sensibilisées sur les pratiques et actions à proscrire, ainsi que sur les meilleures pratiques de prévention et de lutte contre les feux de brousse. De 2019 à ce jour, plus de 200 000 hectares de forêt parcourus par le feu de brousse, plus de 5 000 hectares de cultures pérennes et vivrières ravagées, 94 habitats détruits, 8 villages touchés, et malheureusement des pertes en vie humaine avec 16 personnes tuées. Jacques Assaoré-Conan insiste sur les bonnes pratiques pour préserver la nature. Les feux de brousse sont source de beaucoup de dégâts et beaucoup de malheurs. Des dégâts humains, mais aussi des dégâts vis-à-vis de l'environnement. En 2024, des prévisions météorologiques portent à croire que la sécheresse va menacer la sécurité alimentaire. Il faudra éviter surtout d'en rajouter le feu. 2024 est particulière selon l'Organisation météorologique mondiale. Elle établit qu'il fera très chaud en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'on devrait s'attendre à une rareté de pluie
Motos, drones, des kits de lutte contre les feux de brousse ont été remis aux 700 comités de lutte existants dans les villages. Reportage réalisé pour vous par Kader Sogodogo. L'effort fait des forts et le diplomate Daouda Diabaté reste un exemple. Adimi a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre dernier après 47 ans de bons et loyaux services au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'ambassadeur Daouda Diabaté, désormais ex-secrétaire général du dit ministère, a été célébré vendredi, hier 5 janvier, par les membres du ministère, parents et amis. Michel Digré pour le compte rendu. Une aide d'honneur rythmée par une salve d'applaudissements, moment d'émotion pour l'ambassadeur Daouda Diabaté qui aura consacré 47 années de sa vie à la diplomatie ivoirienne. Dans les bureaux, ses collaborateurs se souviendront longtemps de ce grand commis de l'État. Et pour nous, c'est un exemple de dévouement, de travailleurs acharnés à la défense des intérêts de notre pays. Le travail pour lui est un sacerdoce. Il s'oublie même tellement il est emporté par la soif de donner. Daouda Diabaté a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays. Le désormais ex-secrétaire général est fier d'avoir servi son pays. C'est le lieu pour moi d'exprimer mon infinie gratitude et toute ma reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne en me nommant à des postes de grande responsabilité. Son soutien constant et multiforme m'a permis de m'acquitter de ces missions dans la sérénité. Pour le ministre des Affaires étrangères, Adom Kakouadja, la nouvelle génération doit s'inspirer de cette riche carrière professionnelle. Je voudrais, au sortir de cette belle cérémonie, que les jeunes générations soient convaincues que seul le travail paie et les exhorter dans ce contexte marqué par le dépérissement des valeurs à se servir du modèle de l'ambassadeur Daouda Diabaté pour consolider leur foi en l'avenir en travaillant sans calcul. L'ambassadeur Daouda Diabaté part à la retraite, mais demeure une mine d'expérience qui restera un conseiller avisé pour l'ensemble des diplomates ivoiriens. Une question dans ce 20h. Comment mettre à profit les atouts économiques et culturels de la région du Denguélé? La question est au centre d'une rencontre entre population et cadres du district. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a dévoilé son plan stratégique de développement et la rencontre s'est tenue en marge de la 2e édition du Guéguéa Festival. Atouts économiques et culturels de la région du Denguélé. Sujet abordé au cours de cette rencontre. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré échange sur un projet en vue du développement du district autonome du Denguélé. Une action qui devrait s'appuyer essentiellement sur l'agriculture. Et c'est dans l'agriculture que nous avons les potentiels les plus importants. Nous avons plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds pour les cultures du riz et du maïs. En sus de ces 100 000 hectares, nous avons 200 000 hectares de terres arables sur plateau pour la production du maïs et des autres cultures. Nous avons également une très bonne pluviométrie. Donc c'est une chance que nous devons saisir au moment où l'ensemble des institutions financières est mobilisé pour mettre les moyens en place pour que effectivement le monde n'ait pas faim et qu'on puisse assurer l'alimentation décente dont on a besoin. Au dîner, regorge également de potentialités culturelles. En témoigne la 2e édition du Guéguéa Festival, tenue récemment dans la capitale du district autonome du Denguélé. Au dîner se fixe ainsi le pari d'être un pôle économique et culturel pour la Côte d'Ivoire d'ici à 2035.
Voilà, sujet réalisé pour vous par Ismaël Evradeo et Abou Sanogo. À l'étranger, notez que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en visite dans le Moyen-Orient. Il a rencontré aujourd'hui même le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Anthony Blinken a évoqué la nécessité d'accroître l'aide humanitaire à Gaza. À 3 mois de cette guerre, le secrétaire d'État américain veut faire redescendre la pression. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On commence par cette activité de la Fondation Tchépé, la mutuelle de développement de Ponvogo. Il s'agit du Festival des arts et de la culture Senufo de Ponvogo qui vient de boucler sa 9e édition. Thème promu pour cette année, culture Senufo et développement agricole, la contribution des femmes. On en sait plus avec Khalid Diomondé et Mama Traoré. À l'école du Balafon de Ponvogo, village situé à 15 km de Korogo, des étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle s'exercent. Ils sont venus d'Abidjan pour mieux faire connaissance avec cet instrument de musique appartenant à la culture Senufo. L'école du Balafon est l'une des principales articulations du Festi Ponvogo, festival annuel des arts et de la culture Senufo, dont la 9e édition vient de se tenir fin 2023. Le balafon que nous pratiquons dans nos villages, il est le reflet de notre identité. C'est pour cela, avec l'INSAC, nous nous battons pour le conserver. Et la meilleure façon de le conserver, c'est de l'enseigner. Initié par la Fondation Tchépé en collaboration avec la Mutuelle du développement de Ponvogo, Festi Ponvogo reçoit le soutien du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Il est témoin de la distinction des personnes contribuant à la préservation du patrimoine traditionnel Senufo. C'est bien d'avoir élargi ce festival à d'autres peuples Senufo qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, parce que nous savons que nous partageons la culture Senufo avec des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina. Bravo, merci beaucoup pour ce travail de promotion de notre culture. Notre aîné, le Premier ministre Amadou Gon, t'a toujours soutenu dans cette aventure. Placé sous le thème « Culture Senufo et développement agricole, la contribution des femmes », cette 9e édition s'est également illustrée par un don de sang en partenariat avec l'antenne du Centre national de transfusion sanguine de Korogo. Et vous en avez certainement entendu parler, Afrique Mousso, qui vient d'organiser un concert à l'honneur de la femme, et c'était en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. L'objectif est de donner de la visibilité aux femmes et surtout leur offrir une tribune afin d'exposer leur art. On en sait plus avec Christian Mandé et Jean-Marc Badi. 4 heures de show à la salle Louga François du Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville. Ici, ces chanteuses de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso font montre de leur talent. Nous sommes au concert Afrique Mousso, un spectacle multiculturel qui met en exergue les potentialités et la valeur féminine. C'est une très belle initiative et ça met en valeur et en lumière la femme, et ça fait plaisir quand même de se retrouver ensemble et magnifier encore une fois la femme et faire le show tous ensemble. Afrique Mousso, initiative du directeur général du Palais de la Culture, offre une visibilité de taille à la femme africaine, selon Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Elle représente une place importante dans notre société et elle porte aussi des causes importantes, et avoir une soirée qui leur soit totalement consacrée, qui montre aussi leurs valeurs, leurs talents, qui montre aussi leur résilience, leur courage est à saluer. Afrique Mousso 2023 met aussi en lumière les talents féminins dans diverses disciplines artistiques, notamment le théâtre, la danse, la littérature et le mécénat.
Notre invité est un expert, ancien gardien de but, président de la Fédération de cyclisme. Il a tâté de tout dans le domaine sportif et dans celui de la presse. Vous l'avez bien compris. Nous sommes en compagnie d'Eugène Kakou. Je vous retrouve avec plaisir encore, Eugène Kakou. Moi aussi, Vous teniez tant à partager aux téléspectateurs vos belles cannes, j'ai envie de dire vos meilleures cannes. Combien de cannes avez-vous au total couvert? Bon, je pense que pas moins de 10. Vous savez pourquoi je vous ai posé la question? Non. On m'a dit que vous avez une mémoire forte, surtout mémoire d'éléphant, c'est ce qu'on m'a dit. Et on va vraiment voir cela tout à l'heure, parce que de 70 à maintenant, vous avez tout gardé, de beaux souvenirs dans cet ouvrage appelé « Mes meilleures cannes ». Ça, c'est le manuscrit, je vous le redonne. Oui, merci, merci. Voilà. Je le reprends. Voilà, et puis dans cet ouvrage, vous parlez de vos meilleures cannes. Pourquoi sont-elles les plus belles pour vous? Nos reporters Serge Pacom Didi et Rally Demondé se sont imprégnés de ces belles anecdotes dans vos livres. On va suivre ensemble et on en reparle. D'accord. Journaliste émérite, Eugène Dié-Kakou, ex-président du Conseil national de la presse, retrace brièvement l'histoire du football en Côte d'Ivoire. Mes meilleures cannes, une production littéraire sortie à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille la Côte d'Ivoire. L'auteur apporte ainsi sa contribution à la réussite de ce grand rendez-vous sportif africain avec ce livre témoignage de 72 pages. Côte d'Ivoire-Cameroun, veille de match et jour de match. Côte d'Ivoire-Soudan, le dos au mur. Diomandé Metouba, le sauveur. Côte d'Ivoire-Éthiopie, Bogo se déchaîne. Côte d'Ivoire, 84 journalistes sportifs contre ministre des Sports. Sénégal 92, Dame Coupe en Côte d'Ivoire sont quelques chapitres de cet ouvrage. Anecdotes, faits marquants, coulisses de match. Eugène Dié-Kakou replonge les lecteurs dans des souvenirs de sa riche et grande carrière de journaliste sportif. Ce, à travers quelques-unes des cannes qu'il a vues, vécues et qu'il a fait vivre en son temps. Et comme le bon reporter, des matchs qu'il a vus, sentis et vécus et qu'il va nous rapporter ce soir. Mais il n'y a pas de problème. Je connais un peu mon coup. Hein. Alors, la meilleure canne pour vous commence en 1970 et c'est la première. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, d'abord, là-dedans, vous allez voir, ma mère m'accompagnait toujours quand j'allais prendre l'avion. Elle allait jusqu'à l'aéroport, je ne sais pas pourquoi. Mais pour 70, elle a tenu à dire à mon ami Adou, il ne faut pas le laisser manger n'importe quoi là-bas. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'on mangeait chez les Arabes. Et puis quand nous sommes arrivés, la première chose qui m'a marqué, c'est le Nil. Le Nil passe dans Khartoum, ça divise Khartoum en deux. Il y a Omdurman de l'autre côté et Khartoum de ce côté. C'est deux quartiers, mais qui sont devenus deux villes. Et quand nous sommes arrivés, un de nos amis journalistes qui n'avait pas de chambre est allé louer. Il est allé louer. Ça montre un peu les conditions difficiles dans lesquelles on tourne. Sur le terrain. Oui. Et en ce moment-là, vous savez, 70, hein, il n'y avait pas d'hôtel. Bon. Il est allé louer pratiquement une barge. Et il était sur le Nil. Il vivait sur le Nil. Et le matin, nous nous mettions à nos fenêtres pour voir si il n'était pas parti. Le Nil ne l'avait pas emporté. Et pour le match? Pour le match. Ah. Justement, il y a cette anecdote qui a attiré mon attention. Parce qu'à cette époque, en 1970, vous étiez 3 confrères à avoir fait campagne pour la réintégration de Laurent Pokou dans l'équipe nationale. On ne peut pas ne pas... C'est pour ça qu'on s'est qualifié. On avait joué le match aller à Bamako. Match nul, 0-0. Match retour, il fallait quelqu'un pour nous marquer des buts. Et pour vous dressez contre la volonté de l'entraîneur à cette époque. Oui, mais l'entraîneur, c'est bien, mais nous sommes Ivoiriens. Et si nous ne nous qualifions pas? Donc, Tcham Belafonte, qui était à Fraternité Matin. Moi, à la télé, qui avait pour chef de service Georges Benson. Et Diomandé Metouba, qui était à la radio, chef de service. Nous avons décidé de faire campagne pour qu'on ramène beaucoup en équipe nationale. Par vos écrits. Et vous, par votre micro? Par notre micro et tout. Et une semaine après, le président Oufouette a dit au ministre des Sports d'alors, M. Etienne Ahem, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ce tapage-là du côté des journalistes? Il lui a expliqué, et il lui a dit, mais faites venir beaucoup.
Et le ministre Etienne Aye a rappelé beaucoup, tout en nous disant à nous, si nous ne sommes pas qualifiés, votre carrière est terminée. Et si c'était le contraire, vous allez connaître une promotion certainement. Bon, une promotion, non, nous sommes allés à Khartoum. Et Poku, effectivement, vous fait honneur. Il vient. Il s'entraîne tout seul parce que Peter Schniger n'en veut pas. Il s'entraîne tout seul. Et puis le matin du match, le ministre Etienne Aye vient et il dit à l'entraîneur, donnez-moi votre équipe de ce soir. Il donne l'équipe en disant, avançante, Laurent Clément. Il dit non, Laurent Poku. L'entraîneur lui dit, mais c'est moi l'entraîneur. Il dit oui, mais c'est moi le ministre des Sports et c'est moi qui rends compte au président Houphouët. Donc Laurent Poku. C'est comme ça que Poku se retrouve sur le terrain. Et il marque combien de buts? Il marque 3 buts. Il fait marquer 1 à Manglé, 4-0, et nous sommes qualifiés. Et il demande à sortir du terrain. Quand il sort du terrain, il se déchausse, alors que tout le public applaudit. Et il vient déposer ses chaussures sur ma table de reportage. Et justement, est-ce que ces chaussures, vous les avez encore et quelle est leur signification pour vous? C'est important pour moi. C'est très important. Parce que ces chaussures, bon, on n'a pas la même pointure, hein, ce qui fait que je n'ai pas pu les porter, mais je les ai toujours eues avec moi. Et vous savez que nous avons gagné la Coupe du monde des journalistes. C'est ça. La Côte d'Ivoire a gagné la première Coupe du monde des journalistes. J'étais gardien de but. C'est ça. J'avais ces chaussures avec moi et les gants d'Antoine Bell. Ça, je joue avec. L'autre CAN que vous évoquez dans votre ouvrage est celle de 1972 au Cameroun. Ça, je n'ai pas aimé parce que vous avez dit la Côte d'Ivoire n'y participera pas et vous l'avez presque prédit. C'est arrivé. Vous avez dit, nous n'irons pas à Yaoundé. Nous n'irons pas à Yaoundé. Vous savez, c'est un peu mon problème. Hein. Mon problème, c'est que quand je vois, je dis. Quand je sens, bon. Et c'était ça aussi, Metouba. Metouba, lui, je ne sais pas si c'était... bon, il venait de Séguéla, il avait peut-être d'autres dons, mais il pouvait vous donner le score d'un match avant. J'espère que vous avez un bon score pour samedi prochain, parce qu'on joue contre la Guinée-Bissau. Mais ça, je ne sais pas encore. D'accord. Mais, alors... Donc, ce qui s'est passé, c'est que... qu'est-ce que je dis? Oui, parce que vous avez dit, on n'ira pas à Yaoundé. On n'ira pas à Yaoundé, voilà. Nous n'irons pas à Yaoundé. Pourquoi vous avez dit cela? J'ai dit cela au moment où on a pris un but, alors que 0-0, nous étions qualifiés pour aller à Yaoundé. Mais on prend un but. Et on reste dans les calculs comme d'habitude. 1 minute de la fin. Alors, je dis, nous n'irons pas à Yaoundé. Et ça, c'est resté dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes allés à Yaoundé, nous les journalistes. C'est ça. Parce que tous les journalistes se retrouvaient à la CAN. Et on ne peut refermer votre livre sans évoquer la CAN de 92 et celle de 2015. La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique. Notre pays a 2 étoiles. Quels aspects de ces éditions pourraient inspirer l'équipe ivoirienne pour cette édition? Selon vous, oui. Fighting spirit, c'est ce que les Anglais disent. Ils doivent avoir l'esprit de guerrier. C'est tout. Vous savez, je dis toujours que avant, les attaquants de l'équipe pariaient avec les défenseurs. Fadi Ibrahima est encore là, il est fatigué, mais demandez-lui. Si les arrières et le gardien de but prenaient des buts et que les attaquants en marquaient, leur prime revenait aux autres. Vice-versa. Donc, tout le monde était concerné. Et les gens se battaient sur un terrain. C'est ça qu'il faut, c'est tout. Il ne faut pas autre chose. Que des guerriers. Des guerriers. J'ai pas envie de dire cela, mais il y a un joueur qui n'est pas appelé. Peut-être que ça pourrait inspirer d'autres journalistes de faire comme vous et faire campagne pour que... Non, c'est trop tard. C'est trop tard? C'est trop tard. D'accord, on ne va pas évoquer ça ici. N'évoquons pas ça. L'équipe qui est là, à mon avis... est forte pour gagner. Est forte pour aller gagner. Il n'y a pas à chercher autre chose. Vous savez quoi? J'ai aussi une anecdote à vous partager. Oui. Celle-ci porte sur Bogo. Je prononce bien? Bogo. Bogo. Oui, c'est comme ça que les Soudanais l'appelaient. Ils ne savaient pas dire beaucoup, donc ils disaient Bogo. Et non, comme les Baoulés. Au lieu de dire Laurent. D'accord, je laisse les lecteurs lire. C'est vous les Baoulés. Le Baoulé n'a jamais su dire Laurent. Mais il dit non. D'accord. Le match Côte d'Ivoire-Soudan, un match époustouflant. J'emprunte vos propres mots. Époustouflant. Vous vous souvenez? Puisque ce jour-là, vous avez abandonné le micro de commentateur pour courir, aller jusqu'au stade.
Est-ce que vous pourriez revenir sur ce jour-là et puis nous rapporter, parce que ça, vous avez manqué. Les téléspectateurs veulent vous écouter. Rapportez-nous un peu en 10 secondes ce qui s'est passé ce soir, ce jour-là. Si nous perdions ce match, même si nous faisions match nul, nous revenions en Côte d'Ivoire. On était éliminés. Le Cameroun et le Soudan étaient qualifiés. Il nous fallait absolument gagner. Et on jouait contre le Soudan, qui est le pays organisateur. Il fallait gagner. Alors donc la Côte d'Ivoire marque avec Laurent Poko. Dis-nous. La Côte d'Ivoire marque un but et ce n'était pas ce jour-là Laurent qui avait marqué. Oui. Alors, vous voulez que je vous raconte un peu ça En 10 secondes. Comme un reporter. Amis sportifs, nous avons bien joué, mais nous serons éliminés. Nous sommes à 1 minute de la fin du match et nous n'avons pas marqué. Et si nous ne marquons pas, nous allons être éliminés. Nous allons être éliminés, mais Kalé donne la balle à Poku. Poku centre, extrahi de la tête et je disparais de l'antenne. Je suis sur le terrain avec les joueurs et c'est le reporter camerounais Joseph Itotok qui dit « Amis sportifs ivoiriens, vous venez de vous qualifier ». Et donc, on va pronostiquer pour 2024, pour terminer. Malheureusement, le temps nous persécute. Pour 2024, si on est ivoirien, on n'a même pas à dire quoi que ce soit. Je vous ai dit, fighting spirit. S'ils font ça, nous allons gagner. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Quels enseignements tirez-vous Les enseignements, de toutes ces anecdotes et des... Regardez encore ce soir. En 10 secondes, rapidement. Pourquoi on prend un but toujours en fin de match? Ça, je ne peux pas comprendre. Je n'accepte pas ça. On attend peut-être... On est démotivé. On attend vos commentaires à la suite. Voilà, sur d'autres plateaux. Je ne peux pas faire de commentaires puisque Est-ce que vous savez que je n'ai même pas une invitation pour la CAN? Mais on vous a invité ici ce soir. Oui, et on sait que c'est ma maison quand même. C'est ma maison. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai, ça me fait quelque chose. C'est pas possible. J'ai fait ma première CAN en 70. Et j'ai fait 92, je n'y étais pas. Mais à Malabo, j'avais été invité. Et 2024, vous êtes avec nous. La coupe, et je suis là aujourd'hui, mais madame, je n'irai même pas au stade parce que je n'ai pas d'invitation. Et je sais que vous serez invité. Merci beaucoup. Merci Eugène Kakou. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé en quelques mots seulement vos meilleures cannes. Oui, mais moi je vous ai dédicacé ça. Qu'est-ce que c'est encore où je l'ai laissé. Ouais, là. Ah bon? Je ne sais pas s'il faut que je lise ça. Bon, peut-être à cause du temps. Bon, je vous le laisse. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous compare, et moi, je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires, je vous compare à la reine Poko. Ah, merci beaucoup. Vous avez été 3 fois ébonné et j'étais président du jury. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Eugène Kakou. Mes meilleures cannes de Eugène Kakou, un livre à lire absolument en prélude à la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Ces meilleures cannes ne sont pas seulement des souvenirs, mais des enseignements qui nous rappellent que chaque coup de sifflet, chaque but, chaque acclamation reste un chapitre de notre riche héritage culturel. Aquaban en Côte d'Ivoire, bienvenue aux 24 nations africaines avec ses 52 matchs à voir et à suivre sur RTI. Vive la CAN de l'hospitalité. Ne décrochez surtout pas parce que tout à l'heure sur RTI 1, vous allez suivre votre émission préférée. Bonjour 2024. Continuons de sourire à la vie. Et puis on dit victoire pour les éléphants. Victoire pour les éléphants. Pour qu'il y ait encore de meilleurs cannes à écrire. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.